Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre 19h sur Monaco Info. Tout de suite les titres de l'actualité de ce vendredi 29 novembre. Nous prendrons la direction de Singapour, où le prince Albert II a conclu son voyage en Asie du Sud et dans le Pacifique par un grand bal caritatif sur le thème des glaciers organisé par sa fondation. Vous l'entendrez dans un instant avant un reportage complet sur l'événement en fin de journal. De son côté, la princesse Stéphanie poursuit son engagement auprès des personnes atteintes du VIH. Aujourd'hui marqué le déploiement des courtes pointes en mémoire des victimes du sida, un temps fort chaque année particulièrement émouvant. Parmi nos invités, nous recevrons Isabelle de Mongeau. En s'appuyant sur son histoire, l'ancienne joueuse de tennis professionnelle évoquera les violences dans le monde du sport en marge d'une conférence organisée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Et puis, nous poursuivrons sur une note gourmande avec l'ouverture ce vendredi du salon Monte Carlo Gastronomie et une tradition venue de l'autre côté de l'Atlantique, le dîner de Thanksgiving. En principauté, la communauté américaine était réunie hier soir au Marius autour d'un menu typique. Après avoir participé à une expédition sur le thème de la préservation des fonds marins avec Leonardo DiCaprio dans les îles Salomon, le prince Albert II a remonté le Pacifique en direction de Singapour. Et si les deux pays ont en commun leur forte densité de population, ils partagent aussi le même combat pour la préservation des océans, comme en témoigne le souverain au micro de Vanessa Dessy. Le fait qu'il y ait la volonté de faire cette soirée ici et de rassembler le plus de décideurs et de membres de la communauté ici, de décideurs économiques, d'autres organisations et de gens qui maintenant, au bout de quelques années, sont fidèles à la Fondation et ont bien compris les messages que nous essayons de faire passer. Eh bien, ça prouve qu'ici aussi, tout le monde est très concerné et puis tout le monde voit les dommages qui sont faits à l'environnement, que ce soit la pollution plastique, que ce soit les différents maux qui frappent l'océan mondial. Eh bien, c'est une réalité ici, encore plus peut-être, en Asie du Sud-Est. Et donc, voilà, il faut rassembler toutes les bonnes volontés. C'est toujours un moment riche en émotions. Alors que la journée mondiale de lutte contre le sida aura lieu dimanche, des courtes pointes ont été déployées en début d'après-midi au musée océanographique. Cette initiative portée par l'association Fight AIDS Monaco a lieu tous les ans à la même époque. Elle est destinée à rendre hommage aux personnes décédées de la maladie. Patricia Navarro et Loïc Marage. Aïda, 49 ans. Bruno, Chantal, 55 ans. 90 prénoms ont ainsi été égrenés dans une atmosphère autant empreinte de solennité que d'émotion. 90 personnes, des adultes, des enfants qui ont été fauchés par le VIH-Sida. La cérémonie annuelle de déploiement des courtes pointes organisée par Fight AIDS Monaco est là pour témoigner du souvenir de personnes qui nous ont quittés et pour leur rendre hommage. C'est un grand événement qui n'est pas seulement européen, qui est international et ça fait très chaud au cœur. Et effectivement, on est toujours dans les mêmes conditions de tristesse, mais en même temps de joie par rapport à ce bel hommage qu'on rend aux êtres que nous avons aimés. Autour de la princesse Stéphanie, tous les bénévoles et affiliés de Fight AIDS Monaco tiennent à marquer de leur présence ce déploiement. Beaucoup de personnalités sont également là pour porter ces grandes toiles faites de plusieurs créations qui rendent hommage chacune à une personne. Cette année, 8 courtes pointes sur 14 ont été présentées. Elles ont demandé 170 heures de travail. Ce qui m'étonne, c'est que c'est la joie qui ressort de ces courtes pointes, c'est les couleurs. C'est pas un souvenir douloureux ou triste. On le voit, c'est plein de couleurs, plein de joie, plein d'espoir. Et c'est la beauté de cet événement, c'est que même dans la tristesse et le deuil, on peut avoir de l'espoir et encore plein d'amour dans le cœur. Chaque prénom énoncé, c'est une vie, une histoire, mais surtout une absence. Les personnes présentes veulent y voir aussi un message de résilience. Moi, quand j'ai entendu les noms, ça touche beaucoup parce qu'on a tous perdu quelqu'un de cette maladie et il ne faut pas les oublier. Et il faut continuer à honorer leur présence, même s'ils ne sont plus là. Il faut qu'ils soient là dans le cœur et pour les gens. Je suis venu il y a 2 ans, j'ai tellement pleuré que je me suis dit que je n'arriverais pas à revenir ici. Parce qu'on a perdu depuis les années 80, je suis séropo,
Et j'ai perdu tellement d'amis. Ça fait une autre forme de deuil, mais après, c'est pas la fête, mais c'est tellement gai, tellement beau, que là, ça va mieux. Ces courtes pointes sont aussi là pour faire passer un message de prévention, rappeler que le VIH peut toucher tout le monde. Dans la région, en 2022, 87 nouveaux cas de séropositivité ont été détectés et dans le monde, en 2023, ce sont plus d'1,23 million de personnes qui ont été infectées. Hier, le Conseil national réuni en séance publique législative a voté plusieurs nouveaux projets de loi, dont l'un portant sur la protection des données personnelles. Il permet ainsi à Monaco de moderniser sa législation pour se conformer aux plus hauts standards européens, dont le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Son histoire a fait l'objet d'un livre et d'un téléfilm bouleversant. La tenniswoman Isabelle Demongeot a été violée par son entraîneur de ses 14 à ses 23 ans. Depuis les faits et le combat en justice qui s'en est suivi, la Voiroise n'a cessé de se battre contre les violences sexuelles, et en particulier dans le monde du sport. Elle a livré son témoignage lors d'une conférence organisée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes jeudi au Théâtre Princesse Grace, et nous la recevons aujourd'hui. Bonsoir Isabelle Demongeot. Bonsoir. Pourquoi est-il capital d'organiser ce type de campagne d'information et de sensibilisation avec les interventions de grands témoins? Parce que selon une étude parue en 2015, dans le sport loisir, 1 sportif sur 7 est victime d'une forme de harcèlement sexuel avant ses 18 ans. Et dans le sport de haut niveau, c'est 1 sur 3. Donc c'est phénoménal. Et quel est le message que vous allez délivrer à l'assistance venue vous écouter à Monaco? Que la situation, elle est grave, mais chaque jour cela évolue et le monde du sport en France est en train de prendre conscience qu'il doit agir et non plus simplement en parler. Il y a des choses concrètes qui sont en train d'être mises en place, c'est une évidence. Je peux voir le chemin parcouru. Cette question, elle ne peut plus être traitée sous le tapis. C'est une évidence. Vous avez été l'une des premières à parler, mais depuis, les affaires se sont succédées. Les femmes sont souvent vulnérables, mais plus particulièrement dans le domaine du sport, vous pensez? C'est l'évidence, c'est que notre corps est un outil pour performer. Et malheureusement, il y a des déviances. Et trop souvent, dans le monde du sport, on voit d'abord les médailles avant de voir la souffrance du corps. Et c'est vrai qu'en étant une des premières à avoir pu parler, j'avoue qu'aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on croit les victimes à partir du moment où elles prennent la parole depuis les années 2020 et l'affaire Sarah Abitbol. Le titre de cette conférence est « Violence dans le sport, ça se répare ». Est-ce qu'il est vraiment possible de réparer après ces terribles situations vécues par les victimes ? Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent vous réparer. Ça peut être aussi déjà de faire une procédure, d'avoir le courage, d'être bien entouré par sa famille. Et puis ensuite, une condamnation fait du bien. Ça a été le cas pour mon affaire. Et puis derrière, évidemment, une décoration du mérite, une décoration de la Légion d'honneur, qui font qu'on est reconnu au nom de l'État. Et puis après, une réhabilitation avec ma fédération française de tennis qui m'a permis d'avoir un poste aujourd'hui et d'apporter mon soutien non seulement à la cellule intégrité, mais aussi au sein de la pratique tennis et de l'enseignement. Quel est le principal enjeu aujourd'hui? Inciter les autres à parler ou parler pour que les auteurs de violences sortent de l'ombre, soient condamnés et que cela ne se reproduise plus? Éduquer les jeunes hommes aussi pour que certaines mentalités changent? Est-ce que c'est un peu tout cela à la fois? Bien sûr, c'est un petit peu de tout ça. Moi, je pense que dans nos écoles, on a un gros travail à effectuer sur les petits garçons et l'éducation qu'on leur donne. J'ai une petite fille de 10 ans. Je vois un petit peu comment elle s'articule dans cette vie. Nous devons faire en sorte, en tout cas, qu'aujourd'hui, la place des parents est importante. Les parents doivent être beaucoup plus vigilants, je dirais à 360 degrés. C'est-à-dire, on ne laisse plus un enfant rentrer dans la voiture de l'entraîneur quand on a fini et parce que ça arrange les parents qui sont en retard. Quand on met son enfant dans une structure sportive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit au moins essayer de voir
qui est l'enseignant, qui est le professeur. On ne dépose pas juste son enfant au bord de la route et on le récupère 1 heure après. Donc je crois que si les parents, en tout cas, posent des questions, c'est à nous maintenant d'avoir des structures adéquates qui permettent des clubs, je dirais le mot safe club, c'est de créer vraiment un label pour que ces dirigeants et les enseignants puissent véritablement, à un moment donné, signer en bas de la page en disant nous, en tout cas, on adhère et on souhaite en tout cas une pratique bienveillante. Merci beaucoup Isabelle de Mongeau d'avoir été avec nous. Merci. Des nouvelles de Boris Herrmann. Après avoir traversé plus de 8000 km depuis le départ du Vendée Globe le 10 novembre dernier, le skipper de l'équipe Malizia Sea Explorer, soutenu notamment par le Yacht Club de Monaco, s'est entretenu en visioconférence avec les membres de l'école de voile alors qu'il se dirige vers le cap de Bonne-Espérance. Un moment unique pour les amateurs de sport nautique que nous partagent Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. Depuis le 6 novembre, le Yacht Club Monaco organise tous les mercredis un rendez-vous en visioconférence ouvert à tous avec le célèbre skipper Boris Herrmann. L'objectif de cette rencontre, pouvoir échanger en temps réel avec Boris sur son avancée dans cette 10e édition du Vendée Globe, tout en découvrant le quotidien d'un skipper pour ce tour du monde de plus de 2 mois. C'est le coureur de la maison quand même, c'est le coureur du Yacht Club qu'on soutient déjà financièrement, techniquement. Donc c'est important pour nous qu'il partage un petit peu tout ça. Donc effectivement, depuis le départ du Vendée Globe, depuis le 10 novembre, tous les mercredis, on fait une animation Vendée Globe, comme on le faisait déjà il y a 4 ans, quand on l'a déjà soutenu. Et puis donc on en profite pour que ça soit un petit peu pédagogique pour nos jeunes et aussi les moins jeunes, parce qu'on donne aussi des cours pour les adultes, on a aussi les bateaux, des gens qui sont sur Touga. Donc on profite de tout ça pour il nous fait rêver déjà, et puis on le soutient sportivement. Donc on en profite, c'est une régate magnifique, c'est un Everest de la mer et Boris est un des favoris, donc on le soutient jusqu'au bout. L'occasion idéale aussi pour faire découvrir le métier de skipper aux nouvelles générations. De nombreux jeunes de l'école de voile étaient présents ce mercredi et ont pu poser des questions à Boris sur leur passion commune afin de peut-être plus tard marcher sur les traces du champion. En tant que régatier, on peut toujours apprendre d'autres navigateurs, surtout Boris qui est un navigateur extrêmement expert déjà dans son domaine, dans plein de types de bateaux différents, et son expérience qui est vraiment portée à l'extrême dans ce cas-ci, il peut être appliqué dans notre navigation de tous les jours, même en tant qu'équipage. Même s'il était un peu triste au niveau de son classement, mais son courage est énorme et je voudrais avoir son courage pour faire le Vendée Globe plus tard. Poursuivons cette page sport avec du football et le compte à rebours est lancé pour l'AS Monaco qui affrontera l'OM en clôture de la 13e journée de Ligue 1 dimanche. Au Vélodrome, les Rouges et Blancs vont tenter de conserver leur 2e place et pourquoi pas mettre la pression sur le PSG, leader du classement. Je vous propose d'écouter l'entraîneur et le défenseur central Mohamed Salissou, interrogé en conférence de presse aujourd'hui notamment sur l'arbitrage. L'arbitre sera le même que lors du dernier match contre Benfica, au cours duquel Monaco avait enchaîné les cartons. We fully concentrate for this game in Marseille. We are facing a really top team. Change the coach, change lots of players. Players join the club with lots of quality and total other structure than last season. We received too many yellow cards. We have to do it better. We have to be careful also, and this is what I have to talk with my players. Be careful, concentrate fully on the game. But the first yellow card in the beginning of a game, it can change a lot, and we've seen it also in the game against Benfica. It changed a lot, and we lost this game. I think we should be more professional sometimes. Not to go to the referees is very important because when you go like this, you get a yellow card. We are really prepared, and we know it's not going to be easy when you play against Marseille. This group is more, unity. I think it's very important, especially when you in the bad times, we are more together. This is the only way we can come back, in the winning ways. Like the last game, it was a really disappointing game, but we make sure like we go together to the fans and make applause to the fans and make sure we do the right thing to the next game. Yeah, I think unity is very important in the team.
En rugby à 7, début de la compétition aujourd'hui pour les équipes des Monaco Impies à l'Emirates Dubai Sevens. Et nous pouvons dire qu'elle a plutôt bien débuté pour les Monaco Impies Développement. L'équipe composée de joueurs de la Fédération monégasque de rugby et de l'AS Monaco Rugby a remporté ses 2 premiers matchs face à la Christina Noble Children Foundation Sevens, 24-10, puis face à la JC Old Boys, 33-7. Les Monaco Impies ont eux pu compter sur le soutien du prince Albert II qui a fait escale à Dubaï pour venir encourager l'équipe de la Principauté. Le souverain a assisté à la précieuse victoire des joueurs de Nicolas Bonnet face aux Froggies, 12-7, une formation composée d'espoirs français et d'un champion olympique. Malheureusement, les Monégasques se sont inclinés face au Shogun 31-0. La suite de la compétition demain pour les 2 équipes. Du gazon, passons maintenant à la glace avec la participation de Davide Leutenbrain à la Santa Claus Cup à Budapest. Le patineur estampillé Monaco est pour l'instant leader du programme court. Il présentera son programme libre demain et nous reviendrons bien entendu sur le résultat final de la compétition internationale qui se terminera lundi prochain. C'est un salon qui tombe à pic juste avant l'arrivée des fêtes de fin d'année. Je parle bien sûr du Monte Carlo Gastronomie dont la 27e édition a été ouverte ce vendredi sous le chapiteau de Fontvieille. Au programme de ces 4 jours, une centaine de stands, des dégustations de fromage, de vin, de champagne, des animations mais aussi des concours culinaires et des démonstrations de chefs prestigieux. Avec le reportage qui va suivre, Christine Petit-Homel et Thomas Deus vont vous mettre l'eau à la bouche. Suivez-nous dans les allées de ce salon tant apprécié par les résidents. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, les exposants venus de tout horizon nous proposent un panel de produits variés, rigoureusement sélectionnés depuis maintenant 27 ans. Grands crus, chocolat, viande, huîtres, charcuterie, douceur, fromage et j'en passe. De nombreux savoir-faire qui réveilleront à coup sûr vos papilles. On a un laboratoire de production au milieu des oliviers parce qu'on voulait être dans la nature. Et c'est mon mari le chocolatier qui fabrique tout. On a une multitude de tablettes. On a aussi fait une tablette citron de Menton. Donc ça, c'est des citrons que je suis allée chercher hier à Menton. Et c'est un caramel au jus de citron. On a aussi avec des amandes de Valençol. On a la rose de Tourette-sur-Loup. On essaye au maximum de travailler avec des ingrédients locaux. Et non, ce n'est pas Monsieur Jambon, ni même Monsieur Jean Boucan, comme certains le surnomment, mais c'est bien Monsieur Patanegra que nous retrouvons dans une allée du salon, couteau aiguisé à la main, prêt à trancher sa fameuse charcuterie emblématique de la gastronomie espagnole, étant appréciée pour ses saveurs ibériques. Comment on reconnaît un bon Patanegra? C'est pas très compliqué. Il faut qu'il y ait un beau persillage sur la chair. Regarde. Tu vois? Là, tu as un beau persillage dans la chair et tu as les petits grains de sel, tu vois, qui commencent à se former. En fait, c'est quand, au moment de l'affinage, on le fait vieillir très longtemps. Ça, c'est un 60 mois d'affinage, donc c'est vieilli 5 ans en cave, d'accord? Et en fait, l'intégralité de l'eau qui est présente dans le muscle a séché, d'accord? Et en fait, tu as les cristaux de sel qui vont venir se resserrer et former ces petits points blancs, d'accord? Et ça veut dire qu'il a été affiné suffisamment longtemps et il vient puiser dans le grain. C'est ce qui fait ce côté fondant et pas du tout acide, en fait. Agriculteur dans les Ardennes et producteur de plantes certifiées sans gluten, Vincent Contal est un amoureux du bon produit et du travail bien fait. Son adage, le plaisir d'accompagnement sain tout en restant exquis. Ces produits-là, aujourd'hui, on est capable de faire des biscuits salés et sucrés, comme vous le voyez devant vous. Et on est sur l'innovation avec réduction de sel et réduction de sucre. Un biscuit apéritif, on est à moins de 2 grammes. On est là pour accompagner les alcools les plus délicats comme le champagne, le whisky ou le vin blanc. Les gens souvent sont sceptiques et là on vient de goûter, c'est extrêmement bon. Parce qu'on produit notre matière première, on a été du semis, on a été dans les champs, on a semé nos graines, on a fait nos farines avec nos moulins à meule de pierre. Et derrière on a une traçabilité et on a accompagné avec les meilleures matières premières qu'on trouve dans notre pays. Et alors là, nous, on est tombés amoureux, enfin moi personnellement, de cette petite mixture. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, un caramel au beurre salé, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est entre 50 et 70%, voire 80% de sucre. Et là, j'ai réussi à le sortir avec 33% de sucre. Bon, c'est excellent. On est sur 1 heure de cuisson, vous avez vu la couleur, vous avez vu ce que ça dégage à votre palais. C'est impressionnant et on le met sur un petit sablé au sarrasin qui est sur les étals, mais qui est pareil réduit en sucre pur sarrasin.
Et là, vous prenez un petit café avec ça, et puis... Vous l'aurez compris, c'est le rendez-vous incontournable de ce week-end. Donc, n'hésitez pas, le Salon de la gastronomie vous attend samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 20h et lundi, il refermera ses portes à 18h. Et l'édition 2023 avait accueilli 15 000 visiteurs. Thanksgiving, la journée de la gratitude, c'était hier. D'origine américaine, cette tradition trouve aussi écho en principauté. Et pour cause, les communautés américaines et anglo-saxonnes comptent à elles deux plusieurs milliers de ressortissants. Et comme chaque année, c'est au Marius, ancien Stars and Bars, que la fête se passe. Retour en images dans ce reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus. Il organise les Thanksgiving à Monaco depuis 40 ans et pour mettre à l'honneur cette tradition dans son restaurant, Didier sait très bien ce qui fonctionne, les bonnes vieilles recettes de famille. Le stuffing, la dinde, la patate douce, corn on the cob, brocoli, il y en a qui mettent petits pois mais la saison c'est brocoli, un jus brun, une sauce blanche avec des oignons, les desserts, pumpkin pie, pecan pie, brownie, apple pie. Donc c'est cranberry sauce, très important. Cornbread, le pain de maïs. Et voilà, et donc c'est vraiment un gros échange. Après, il vous faut 3 nuits pour digérer, mais c'est super. Comme chaque année, la communauté américaine et anglo-saxonne à Monaco répond présente. Hier soir, le restaurant a fait 170 couverts. C'est une fête américaine et il n'y a pas une relation avec un pays européen plus proche que Monaco et les USA. Surtout avec le mariage entre Grace Kelly et Prince Rainier. Donc c'est normal qu'à Monaco, on peut célébrer la fête américaine de Thanksgiving. On oublie des fois quand on vit à Monaco qu'on est américain, moi je l'oublie, mais à Thanksgiving je me souviens tout le temps. C'est formidable d'être américain et c'est plus formidable d'être américain à Monaco que probablement d'être un américain aux États-Unis. Il y a un grand cœur à Monaco, un tout petit pays avec un cœur immense. L'esprit Thanksgiving s'est bel et bien emparé de la principauté avec succès. Et nous vivrons ces festivités demain à New York même avec notre correspondante permanente Alexandra Pani. La Fondation Prince Albert II, décidément sur tous les fronts, elle était partenaire de la conférence sur le capital naturel qui s'est tenue mercredi dernier au Yacht Club de Monaco. Plusieurs experts de la science et de la finance ont partagé leurs recherches visant à préserver les ressources naturelles et à promouvoir des solutions durables face aux défis environnementaux. Un sujet de Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. Pour la deuxième fois en principauté, le Centre scientifique de Monaco a organisé en partenariat avec la BNP Paribas une conférence de presse sur le thème du capital naturel. Entrepreneurs, économistes et scientifiques étaient présents ce mercredi pour échanger sur de potentiels enjeux et solutions afin d'assurer un futur plus éco-responsable basé sur une économie autour de la préservation de la biodiversité. Souvent on parle de capital social, de capital humain, de capital financier et c'est souvent du capital produit aussi comme ce qui est considéré dans le PIB. Par contre, le capital naturel, c'est ce qui est vraiment en lieu avec la nature, en lien avec l'air qu'on respire, l'eau qu'on utilise, la mer qu'on regarde, la forêt où on va se promener. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était gratuit, donc il avait une valeur de 0. Et maintenant, ce qu'on essaye, c'est de le remettre au centre de notre système économique. Et donc, ce capital naturel, on l'évalue avec les services qu'il rend à l'humanité. Donc, ce qu'on appelle les services écosystémiques. La collaboration avec le Centre scientifique de Monaco est née de façon spontanée parce qu'en fait on se retrouve dans les mêmes valeurs et du coup la question était comment la science et la finance peuvent trouver un moment d'osmose et de synthèse. Et donc on l'a trouvé aussi très concrètement dans cet événement qui veut accueillir des institutions, des organisations financières, des scientifiques pour trouver des solutions concrètes à la préservation de la biodiversité. Transformer les ressources naturelles et les écosystèmes en un business plan et une économie viable, c'est l'objectif que s'est fixé Blue Alliance à travers cette deuxième conférence sur le sujet. Pour y parvenir, il faut sensibiliser les entrepreneurs sur la création d'entreprises sociales et réduire les impacts négatifs sur l'environnement. Le premier point, c'est de réduire les impacts négatifs. Et deux, après de créer des business qu'on appelle l'entreprise sociale, où dès la création, dès l'entrepreneur, dès le début, c'est qu'il va monter une société pas simplement pour faire du profit, mais pour générer d'impact positif pour la biodiversité ou pour les gens.
Donc notre étape après suivante maintenant, c'est d'assurer cet investissement et le développement de ces entreprises. Et évidemment assurer qu'elles soient à la fois positives pour le récif corallien, créer des emplois localement et après être capable de rembourser nos investisseurs. Un projet auquel Blue Alliance et ses partenaires croient dur comme fer. La notion de capital naturel connaît de plus en plus de reconnaissance chaque année et pourrait à l'avenir être synonyme de richesse pour de nombreuses nations. Le prince Albert II, que nous avons entendu en début d'édition, a donc été présent pour le grand gala caritatif organisé par la branche singapourienne de sa fondation. Une soirée sur le thème des glaciers, en lien avec la thématique du réchauffement climatique, racontée par Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Mettre en lumière les actions entreprises tout au long de l'année pour préserver l'environnement, tel était l'objectif de la soirée de gala de la Fondation Prince Albert II. L'événement a offert un mélange enchanteur d'art et de gastronomie. La soirée Bal in Monaco a illuminé Singapour, transportant l'élégance monégasque dans l'ambiance moderne du Marina Bay Sands. Cet événement exclusif a célébré le luxe et la philanthropie, avec une thématique glaciale évoquant les sommets alpins et les défis climatiques. Plus de 600 invités triés sur le volet ont assisté à une soirée mêlant art, haute couture, gastronomie, ponctuée par des performances artistiques. Le gala, c'est un peu la récompense de tous ces gens que nous faisons travailler pour nous, auxquels nous demandons de promouvoir également la Fondation. Donc 4 heures de projection ininterrompue. Et donc voilà, donc l'idée c'est de remercier tous ces gens qui nous soutiennent et eux nous remercient à nouveau parce qu'après ils achètent des tables et ils réenchérissent, enfin ils font de beaux dons. Et donc voilà, nous faisons ce gala parce que nous pensons que ça aide aussi. Il n'y a pas que le côté éducationnel, bon c'est très très important, mais par contre il y a aussi un côté où il faut récompenser les gens et leur dire allons-y tous ensemble. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, était l'invité d'honneur de cette prestigieuse soirée de gala. Reconnu pour son engagement en faveur du développement durable et des initiatives climatiques, il symbolise la coopération internationale nécessaire pour relever des défis environnementaux mondiaux. Sa présence illustre également l'importance des partenariats entre des nations, quelle que soit leur taille, pour promouvoir un avenir plus respectueux de la planète. Well, it's a real privilege, to welcome His Serene Highness. He's a regular visitor. Very, very welcome to Singapore. I like to think of this as a second home. And actually, if you look at what Monaco and Singapore have done over the years, for instance, most recently, we both supported, endorsed, and ratified the BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. We've also both endorsed the Paris Call for poles and glaciers. And you might think that we are very different, but actually as small states with real stake in the future. Le point d'orgue de la soirée était placé dans la traditionnelle vente aux enchères. Parmi les pièces d'exception, une création haute joaillerie signée François-Paul Journe. Je trouve que l'essentiel, c'est pas tout ce dont on parle, le climat, les choses comme ça, mais je pense que la dépollution des océans est un facteur majeur de la longévité de notre vie. Je suis né au bord de la mer et je trouve que se baigner dans les conditions où j'y étais il y a 40 ans sont extrêmement différentes aujourd'hui. Et bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Et je suis très heureux de participer à une petite échelle, mais participer quand même à ce projet. Artiste franco-vietnamien célèbre pour ses créations avec des marques de luxe telles qu'Hermès, Chanel ou Richard Mille, Cyril Congo a marqué de son empreinte la prestigieuse soirée. Pour l'occasion, il a conçu une bouteille de rhum unique, mêlant art urbain et artisanat de luxe. Cette œuvre, c'est le fruit de la rencontre de plusieurs savoir-faire, d'abord, que ce soit du monde agricole au monde des spiritueux, du monde de l'ébéniste d'art au monde de l'art. Vous savez, je suis très très sensible à la pollution de la planète, habitant à Bali, où on a des gros problèmes de pollution de plastique. Et là, j'y ai trouvé toute une discussion et un intérêt qui m'a énormément touché et qui m'a donné envie de
persévérer dans ce projet. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la Fondation Prince Albert II afin de soutenir des projets de conservation des océans, des espèces en danger et de développement durable. Passons à vos prévisions météo. Et pour cela, Chrisinda Petit-Homel nous a rejoint. Bonsoir Chrisinda. Quelle est la tendance pour demain? Le ciel sera-t-il toujours aussi bleu? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Eh bien non, malheureusement, demain le soleil ne brillera pas tant que ça. Des nuages le matin, des nuages l'après-midi, des températures comprises entre 11 et 13 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Andrés. Merci Chrisinda, c'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous pour l'après-JT, un long format musical consacré à l'Académie Régnier 3. Enfin, les photos qui vont suivre nous replongent dans l'ambiance du salon Monte Carlo Gastronomie qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Elles sont signées Stéphane Dana. A tout de suite.